Bienvenue comme chaque jeudi sur l'antenne de BFM d'ici pour votre émission Votre santé. Alors on va débuter tout de suite avec notre chiffre du jour et il s'agit du chiffre 9. Chaque année, près de 50 000 cas de cancer du sein sont détectés et 11 900 femmes en moyenne décèdent des suites de cette maladie. Pourtant détecté à un stade précoce, ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10. Alors on vous en parlait tout à l'heure dans nos éditions. Octobre Rose se poursuit encore pendant quelques semaines. Tout au long du mois, des actions sont mises en place pour financer la recherche, mais surtout pour accentuer la prévention contre le cancer du sein. Parmi les opérations, la ville de Manosque a proposé aujourd'hui des ateliers d'autopalpation mammaire. Explication avec ce reportage de Laurie Charrier. En France, le cancer du sein touche plus de 58 000 femmes par an. Si beaucoup en guérissent, il reste la première cause de décès chez les femmes et ne laisse pas indemne. Même si on se dit qu'effectivement la fonction d'un sein au départ c'est bien l'allaitement de l'enfant, mais ça rentre dans la séduction féminine et effectivement la chirurgie vient quand même amputer tout ça et donc moralement il faut pouvoir accompagner ces femmes. Un accompagnement qui passe par l'acceptation de son corps, mais ce dernier, c'est bien avant le cancer qu'il faut commencer à le connaître. Quand on voit le fait de ne pas prévenir et de ne pas en prendre le cancer tout de suite, le plus tôt possible, on va dire, et ça passe par justement se connaître son corps. Pour détecter un cancer du sein, les femmes peuvent pratiquer l'autopalpation, une pratique qui doit se faire sans anxiété. En effet, l'autopalpation doit être réalisée pour détecter d'éventuelles anomalies avant d'aller consulter un spécialiste. L'autopalpation, elle se fait avec les 3 doigts du centre de la main, bien à plat, bien comme ça. On appuie légèrement, bon, ça fait pas mal quand on fait de l'autopalpation, et on fait des petits cercles jusqu'au mamelon. Quand on sait que sur un sein, nous avons effectivement une chaîne ganglionnaire ici et une chaîne ganglionnaire ici, eh bien on va faire exactement la même chose. Plus on aura la connaissance de sa poitrine, plus on saura comment elle est faite. Et quand il y aura quelque chose qui viendra, on le détectera. L'élément essentiel à retenir reste de connaître son corps et d'y être attentif et ne pas oublier qu'en cas de doute, il faut consulter un professionnel. Avec nous en plateau ce soir, Laure Birgy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association Une Terre pour les électro-hypersensibles, une association qui est basée à Sisteron. Et vous êtes vous-même compagne d'une personne électrosensible. Il s'agit de votre compagnon, donc ancien professeur de technologie au sein d'un collège. Il a été reconnu comme adulte handicapé, c'était en 2008 à cause de cette pathologie. Alors première question, qu'est-ce qu'un électrosensible? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, être électro-hypersensible, ça veut dire ressentir les champs électromagnétiques artificiels, voilà, avoir des symptômes par rapport à ça. C'est une affection neurologique. Donc, les symptômes très invalidants sont les céphalées qui s'accompagnent de brûlures intenses au niveau intracrânienne. Voilà. Donc les personnes ne peuvent plus vivre, les plus sévères, comme mon compagnon, sont contraintes d'être reclus dans la forêt. C'est quoi, on est sensible par rapport aux ondes? Ça peut être des ondes téléphoniques, d'antennes, ça concerne un petit peu tout, c'est ça? Dans les cas les plus sévères, effectivement, les personnes sont intolérantes à un spectre d'ondes important. Donc, ça va de l'électricité jusqu'aux technologies sans fil. C'est le cas de mon compagnon. Et aujourd'hui, comme l'État veut éradiquer les zones blanches, c'est tout le problème, quoi. Que va-t-on faire de ces personnes, comme mon compagnon, qui sont réfugiés sur de petites zones préservées? Voilà, il n'y a pas de prise en charge de la maladie. On ne reconnaît pas le lien de causalité en fait, donc il n'y a pas de prise en charge officielle. Et vous disiez tout à l'heure qu'il a été dans l'obligation de déménager, c'est ça? Exactement, de fuir la Bourgogne, ensuite la Drôme, enfin voilà. Au fur et à mesure que la pollution a avancé, on s'est retrouvé dans le Sisteronais il y a 6 ans. Et il vit en caravane dans une forêt domaniale. Voilà, on a une enfant et moi je partage ma vie entre ce campement et un appartement sur Sisteron. Voilà, c'est une vie pas du tout souhaitable. Et aujourd'hui, donc son campement est menacé par une antenne qui va s'installer.
Et aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué d'expliquer par des examens cliniques. Il y a très peu d'études qui existent sur cette maladie encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui en France, il y a le professeur Dominique Bellepomme, qui est oncologue à Paris, qui depuis 2009 étudie l'électrohypersensibilité. Donc il a sorti plusieurs parties de son étude et justement, lui, il montre aujourd'hui qu'il y a des marqueurs biologiques. Voilà, et mon compagnon fait partie de cette étude. Voilà, et il y a des examens du cerveau qui montraient qu'il y avait une sous-oxygénation du cerveau, donc c'est-à-dire une souffrance cérébrale, et qu'il a un certificat médical qui montre que s'il ne se met pas à l'abri de toute onde électromagnétique artificielle, donc il s'expose à des atteintes majeures de son cerveau. Voilà. Alors vous disiez tout à l'heure qu'il y a une antenne 4G qui menace le lieu où votre compagnon habite actuellement, où il s'est rendu pour avoir un peu un refuge. Comment ça se passe justement avec la préfecture? Est-ce qu'il y a des discussions qui ont été entamées pour tenter de trouver une médiation? Exactement. Donc la préfecture, nous on a proposé un moratoire partiel, c'est-à-dire que l'antenne, on ne veut pas qu'elle ne s'implante pas, mais on veut modifier ce projet. Et du coup, on a même rencontré des agents de Free qui disent que c'est possible, c'est-à-dire simplement sur le pylône, d'enlever un émetteur, d'en réorienter un autre et d'en laisser un tel quel, ce qui permet de couvrir les zones habitées et de préserver la zone de forêt de mon compagnon. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc la préfecture a dit que la priorité c'était de couvrir le territoire. Et ils ont quand même voulu nous proposer un terrain de remplacement, mais on n'a pas eu de proposition concrète aujourd'hui. Ils l'ont écrit, mais aujourd'hui, on a téléphoné il y a quelques jours, ils ne nous proposent rien aujourd'hui. Quand vous parlez d'un moratoire partiel, ça correspond à quoi ? C'est-à-dire de modifier partiel, parce que c'est pas sur tous les émetteurs. Et ça permettrait, comme je vous dis, de simplement couvrir les zones habitées, de ne pas léser les habitants, tout en préservant mon compagnon. Et tant qu'il est là, réfugié, tant qu'il n'y a pas d'autre solution qui lui a apporté qu'être en campement dans cette forêt domaniale, eh ben que ce projet soit modifié. Et après, le jour où il y a une solution heureuse, où enfin peut-être on pourra habiter en famille dans un vrai logement, et le projet initial puisse après se développer. C'est devenu une situation intenable pour vous, cette distance finalement? Vous n'habitez pas dans la même commune? Oui, mais ce qui est intenable aujourd'hui, c'est l'angoisse dans laquelle on vit. C'est-à-dire que la vie de mon compagnon là est en jeu, clairement. Donc aujourd'hui, on médiatise cette situation parce que c'est notre dernier recours quasiment. Voilà. Peut-être qu'après, on mènera ça en justice, on ne sait pas, parce que là, on n'a aucune solution, et c'est le drame des électrosensibles, c'est d'être pas reconnu et pris en charge par l'État, quoi. Voilà. Et si ce projet se poursuit dans les mois à venir, qu'est-ce que ça pourrait entraîner? Eh ben, j'avoue que j'ai une détérioration forcément de l'état de mon compagnon. Et comme il y a une souffrance cérébrale intenable, qui peut souffrir sans fin? Voilà. Il ne sait pas où aller aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce qui vous pose problème, justement, c'est le manque de zones blanches. C'est ce que vous demandez aujourd'hui, des zones blanches pour pouvoir accueillir ces personnes comme votre compagnon? Exactement. Et dans le cadre associatif, on a un projet de lieu pour personnes électrosensibles, mais c'est un projet titanesque, de longue haleine. Et nous, on a besoin, avec mon compagnon, d'une solution à court terme. Et ça ne sera pas celle-ci. Voilà. Mais... Vous avez également obtenu le soutien de l'eurodéputée Michèle Rivasi. Elle s'était déjà engagée, on le sait, pour la zone blanche près de Durban, dans les Hautes-Alpes. Qu'est-ce qu'il en est? Quelles solutions ont peut-être été apportées? Justement, c'est ce projet qui est en cours. Voilà. Mais comme ça mettra encore plusieurs années, parce que il faut que ce site soit acheté, il y a énormément de travaux à faire pour accueillir les électrosensibles, mais on a beaucoup de demandes. Beaucoup de personnes sont dans des situations dramatiques. Donc... voilà. Mais là, à court terme, on demande que notre lieu soit préservé.
Merci beaucoup Laure Birger d'avoir été avec nous ce soir. Nous, on continue avec les rendez-vous de la santé. La mutualité Française Sud et ses partenaires organisent le colloque à votre écoute. Ce sera le mercredi 20 octobre prochain à Château-Arnoux-Saint-Auban. Cet événement présentera l'enquête réalisée auprès des seniors dans le département des Alpes de Haute-Provence sur la pandémie, la façon dont ils l'ont vécu, ce qu'elle a généré en termes de difficultés et de solidarité. Les seniors auront la parole pour s'exprimer sur leurs besoins et leurs envies. C'est la fin pour nous de votre magazine Votre Santé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et demain on se retrouve pour votre magazine Top Sortie. Ce sera avec Romain Hirt.